crois que c'est le numéro 5 du nom. Euh, alors, si je me souviens bien, j'ai fait distribuer avec la combinatoire. J'ai fait graphe planaire, mais ça c'était déjà le troisième. Il y a eu un sujet entre deux. Ah oui, c'était la caractéristique de l'air Poincaré. Donc graphe planaire. Cette histoire de réalisation topologique de surface. Donc oui, c'est ça. Parlons maths 5. Puis aujourd'hui, on va parler d'autre chose. J'ai pas eu trop le temps de préparer correctement les questions d'homotopie. J'aurais bien voulu aborder ça, mais ouais, j'ai un peu manqué de temps là pour préparer ça correctement. Donc je vais parler d'un autre sujet et puis bon, ça permettra de varier un peu les plaisirs. Et puis bon, bah il pourrait y avoir des suites, hein. C'est pas parce que je commence à aborder un truc que forcément je ne l'aborde pas à nouveau. Au contraire, hein, ça peut très bien être, très bien y avoir des sous-séries dans la grande série, hein, c'est pas impossible. Donc voilà, c'est juste histoire d'en parler un petit peu, puis si à un autre moment j'ai envie d'en reparler, bah j'en reparlerai avec plus de détails. Donc on verra bien. Bon, eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon week-end, ou alors que vous êtes en train de passer une bonne semaine, dépendant si vous regardez la rediff. Bref, bah, c'est bien le début du titre d'aujourd'hui. Je vais vous proposer une brève introduction au POSET. Alors, POSET, c'est une abréviation pour partially ordered set. Donc des ensembles partiellement ordonnés. Et bah, c'est quoi un ensemble partiellement ordonné? Bah, on va commencer par la définition. Et en fait, c'est vraiment très bête, hein. Ça va vraiment coller avec le programme de première année de classe préparatoire. Vous avez les relations binaires que vous pouvez définir sur des ensembles. Et donc, vous allez demander à avoir une relation binaire qui donne une relation d'ordre. Et en fait, bah, un poset, c'est la donnée d'un ensemble avec une relation d'ordre. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, alors on va l'écrire, poset. Et la donnée, donc, est la donnée d'un ensemble E et d'une relation d'ordre sur E. Voilà. Alors, je vois qu'il y a un tout petit bug d'affichage. Très bien. Donc, c'est la donnée juste d'un ensemble avec une relation d'ordre. Donc, vous en connaissez des possets, hein. On en rencontre beaucoup en première année de classe préparatoire. Donc, notamment, bah, les exemples importants, c'est par exemple R avec la relation d'ordre classique sur les entiers, enfin sur les réels du moins. Vous avez un autre exemple, c'est les entiers naturels non nuls, disons, avec la divisibilité. Voilà, donc ça c'est un autre poset assez intéressant. Pour en donner un autre tout aussi intéressant, c'est je me donne E un ensemble quelconque et je peux regarder les parties de cet ensemble munies de l'inclusion. Donc voilà, bah ça c'est encore un autre exemple d'ensemble partiellement ordonné. Bon, il y en a vraiment plein, hein. On peut en faire vraiment plein. Je cherche juste des exemples qui soient pertinents. Donc là, par exemple, les entiers naturels avec la divisibilité, c'est pertinent. La relation d'ordre avec les parties d'un ensemble, ça aussi, je pense que c'est important. Euh, Qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple? Bah, un autre exemple, ça serait les tableaux de Young, juste pour faire un petit raccord avec. Donc ouais, je pourrais faire, je vais faire ça. Je pourrais ordonner les partitions d'entiers
avec l'ordre de la dominance. Donc là, l'ordre de la dominance est la suivante. Vous avez lambda qui s'écrit lambda 1, donc une partition d'entiers, c'est une suite d'entiers décroissantes, d'entiers naturels décroissantes, qui sont, enfin, qu'on peut voir comme suite finie ou comme suite infinie, dépendant du contexte. Donc là, ici, j'écris comme suite finie, mais on pourrait bien sûr étendre les choses. Et si je me donne mu un autre partage, mu1, mu k, enfin mu l, parce que le nombre de parts, c'est pas forcément le même. Alors, l'ordre de dominance, c'est de dire que donc lambda est plus petit pour la dominance à mu, si et seulement si, pour tout j entier naturel non nul, si je m'amuse à faire la somme des premiers termes, donc lambda 1 jusqu'à lambda j, ça doit être plus petit ou égal à la somme des mu1 jusqu'à mu j. Voilà, donc c'est une autre relation d'ordre beaucoup moins facile à appréhender, mais ça reste une relation d'ordre. Voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant pour les questions de relation d'ordre, c'est qu'on pourrait très bien partir d'une relation binaire et considérer des clôtures sur les relations. Donc, je pense que ça peut être intéressant à mentionner. Je vais faire juste ça comme remarque. C'est étant donné une relation, ah, donc étant donné une relation binaire, je vais y arriver. Une relation binaire, j'arrive plus à écrire, tout va bien. Donc, étant donné une relation binaire, R sur E, on peut considérer une relation d'ordre en prenant des clôtures. Donc des clôtures, ben, il y a plusieurs types de clôtures. Il va y avoir la clôture réflexive, donc c'est-à-dire que vous imposez à ce que votre relation soit réflexive. Des clôtures antisymétriques, voire symétriques, suivant si on veut aussi une relation d'équivalence, c'est tout aussi possible. Donc antisymétrique. Et vous avez les relations, enfin les clôtures de transitivité. Alors, les clôtures qui sont plus faciles à appréhender, c'est les clôtures de réflexivité et de transitivité. Puisque bon, bah, le principe, c'est réflexivité, bah, vous demandez à ce qu'un élément soit en relation avec lui-même. En soi, ça n'a pas de grosses conséquences, euh, en général, en tout cas, d'ajouter ce genre de relation. La transitivité, bah, là, ça va aussi de rajouter ça, parce que bon, bah, dire que on a I qui est en relation avec J, J qui est en relation avec K, donc I est en relation avec K. Bon, ça ajoute des nouvelles relations, mais c'est pas en soi très grave vis-à-vis de l'ensemble E. Ça va pas avoir de grosses conséquences. Par contre, la grosse conséquence qui peut modifier notre ensemble E, ça va être la clôture antisymétrique ou la clôture symétrique, suivant ce qu'on regarde. Parce que là, la clôture antisymétrique va faire qu'on va quotienter E, quotienter E par les classes, par, je vais mettre entre guillemets, les classes d'équivalence. C'est-à-dire que si malheureusement on voit que à partir d'un certain x, il y a plein de relations qui peuvent nous permettre de revenir à x, eh bien il va falloir identifier tous les éléments à cet élément x. Tous les éléments soient égaux. Et donc bah, ça va m'amener à regarder des espèces de classes d'équivalence en soi. Et ces classes d'équivalence, bah, du coup, je vais devoir identifier tous ces éléments-là. Donc je suis obligé de considérer des quotients de mon ensemble E. Bien, alors, bon, ça c'était la petite parenthèse pour dire que si on souhaitait, à partir d'une relation binaire, il n'est pas impossible de construire
un poset, suivant certaines clôtures que l'on voudrait imposer sur notre relation. Et le truc que j'aimerais ajouter, bon, je vois que j'ai un souris qui embête un peu, je la déplace. Le truc que on fait généralement quand on a un poset, c'est de le dessiner. Donc, il y a des représentations du poset, et cette représentation du poset, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Hasse. Le diagramme de Hasse. Alors, c'est quoi le diagramme de Hasse? Alors, le diagramme de Hasse, c'est vous avez votre ensemble avec votre relation d'ordre, et en fait, pour de telles choses, donc pour une telle donnée, on peut considérer ce qu'on appelle les relations de couverture. Hop, les relations de couverture, qu'on note généralement avec un point, donc avec un strict et avec un point. Donc, c'est quoi une relation de couverture? Eh bien, on va dire que X est couvert par Y, si et seulement si, eh bien, X est plus petit strict à Y, et si d'aventure on a un Z tel que Z est compris entre X et Y, alors bah, ce Z, soit il est égal à X, ou alors il est égal à Y. Voilà ce qu'on appelle une relation de couverture. Donc, exemple important. Donc, si je prends maintenant un ensemble E euh, donné par, disons, l'ensemble des éléments 1, 2, 3, et puis je considère le possède donné par les parties de E avec la relation d'inclusion, eh bien, le fait que 1 est inclus dans 1, 2, 3, bah ça, c'est pas une relation de couverture. Donc ça, c'est pas de couverture. Parce que vous pouvez très bien me donner un ensemble qui se trouve strictement entre les deux et qui satisfait aux relations d'inclusion. Donc là, notamment, si je regarde l'ensemble 1, 2, eh bien là, on a bien une relation ici d'inclusion et une relation ici d'inclusion. Par contre, les deux relations que je viens d'écrire, donc la relation qui dit que 1 est inclus dans 1, 2, ça, c'est une relation de couverture. Et l'autre, 1, 2 dans 1, 2, 3, ça aussi, c'est une relation de couverture. Très bien. Alors, vous pouvez poser la question pour R. Eh bien, pour R, malheureusement, vous n'allez pas avoir la possibilité de considérer des relations de couverture. C'est-à-dire que il n'y a aucun moyen de dire que X est couvert par Y si X est différent de Y, parce que bah, pour les réels, dès que X est plus petit que Y strictement, eh bien, il est toujours possible de trouver un Z qui va se trouver entre les deux et qui n'est pas égal à X ou à Y. Donc c'est là aussi où on voit une différence entre une question de continuité sur l'ensemble R par rapport aux ensembles discrets, donc c'est les ensembles finis ou dénombrables. Bref, donc là, les relations de couverture, c'est ça. Et donc, bah, le diagramme de Hasse, du coup, j'en ai parlé, mais je n'ai pas encore donné la définition. Eh bien, le diagramme de Hasse, c'est un diagramme, enfin, c'est un graphe, en fait, tel que les sommets, eh bien, c'est les éléments de E, et les arêtes, eh bien, c'est exactement les relations de couverture. Donc, exemple, si je continue avec mon ensemble E, 1, 2, 3, et je regarde les parties de E avec l'inclusion, eh bien, le diagramme de Hasse que je vais obtenir, ça va être le suivant. Je vais le mettre d'une autre couleur, cette histoire que ce soit assez joli. Donc, on va avoir le plus grand qui est 1, 2, 3. Bon, je ne mets pas les accolades juste pour que ce soit un peu plus simple à écrire, un peu plus rapide à faire. Donc, 1, 2, 3, bah, les ensembles qui sont directement inclus, donc relation de couverture avec 1, 2, 3, eh bien, ça va être 1, 2, on va avoir 1, 2, 1, 3.
2, 3. Ensuite, bah, on a en dessous les ensembles à un seul élément, donc un, 2 et 3. Et enfin, on a le vide. Donc, on a ces relations-là qui apparaissent. Je vais peut-être voilà, je vais peut-être faire des dessins un peu jolis, un peu plus jolis quand même. Tac, tac et tac. Voilà, donc ça, c'est le diagramme de ACE donné par les parties d'un ensemble avec l'inclusion. Alors, ce possède, cet exemple-là de possède est un exemple hyper important. Ça s'appelle le booléen. Donc, c'est le possède c'est le possède booléen. On appelle aussi treillis booléen. Je vais y revenir d'ici quelques instants sur ce qu'on entend par treillis. C'est le possède booléen qui admet vraiment beaucoup de propriétés par rapport à des possèdes usuels, enfin au sens où je parle de possède général. Parce que bah, il y a plusieurs choses. Déjà, vous aurez pu remarquer par rapport à la construction que je viens de faire que je peux voir des espèces de rangées se faire dans mon possède. Il y a les ensembles avec aucun élément, il y a des ensembles avec un élément, il y a des ensembles à deux éléments, et il y a des ensembles à trois éléments. Et vous pourrez constater que pour passer d'une rangée à une autre, il a fallu passer à travers qu'une seule relation de couverture. Et ben ça porte un nom, ça veut dire que mon possède, il est rangé. Bon, après, il y a une définition propre à ça, mais par manque de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ce possède, il est rangé. Déjà, ça, c'est une des premières propriétés qui est satisfaite par le booléen. Mais pas que. Il y a une autre propriété, et comme je commençais à le dire, il y a une question de treillis. Alors, c'est quoi un treillis? Un treillis, c'est qu'il va y avoir des opérations qui me permettent de déterminer des ensembles les plus petits qui contient deux autres éléments. Des choses comme ça. Donc, est-ce que je donne la définition tout de suite de treillis? Ouais, peut-être je vais donner la définition, puis je vais l'appliquer. Je pense que ce sera plus simple. Donc un treillis, bah, c'est quoi? Bah, c'est un pousset avec deux opérations. Appelées le meet et le join. Donc ça, c'est le join. Et ça, c'est le meet. Alors, le join et le meet, ils sont définis comment? Donc, ils sont définis de la manière suivante. On prend deux éléments, donc deux points, tels que, bah, on a deux éléments. Je vais en prendre un troisième parce que je veux que ça satisfasse une certaine propriété. Donc, pour x, je vais écrire comme ça. Pour x et y, deux éléments de mon ensemble, x join y est l'unique élément tel que deux points. Nous avons deux choses. Pour tout z appartenant à E, ouais, il y a deux choses. Oui, oui. Donc les deux choses, c'est d'abord de dire que le join il est plus grand que x et plus grand que y. C'est ça qu'il faut que je fasse d'abord. Donc le join de x et y, il est plus grand que x et il est plus grand que y. Et pour n'importe quel z dans E, eh bien, on a le fait que x. Donc si z est plus grand, voilà, c'est ça. Si z est plus grand que x et z est plus grand que y, alors z est plus grand que le join. Voilà. Donc en fait, cette définition-là permet de dire que le join, c'est le plus petit élément qui se trouve être plus grand à la fois que x et que y. Et bien sûr, pour n'importe quel possède, cette propriété-là n'est pas toujours satisfaite. Donc voilà, il faut que ça existe déjà, et ensuite il faut que cette propriété-là soit satisfaite.
Très bien. Et donc, par ces propriétés-là, en effet, ça précise le fait qu'il est unique. Si un tel élément existe, il est unique. Et puis, bah, pareil pour le mythe, hein. Je vais peut-être pas écrire le détail. Pareil pour le mythe, mais dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens. Alors, j'ai encore un peu de place, donc je vais peut-être faire un copier-coller du possède que nous avons ici. Copier. Coller. Donc voilà, mon possède qui est ici est un treillis. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est quoi mes opérations de meet et de join pour cet exemple? Alors, je vais essayer d'effacer les lignes, juste histoire qu'on y voit clair. Hop, voilà. Euh, bon, bah, si je prends par exemple 1 et 3, ok, et je veux déterminer le join de 1 et 3. Donc le join, il faut que je regarde tous ceux qui sont plus grands que 1 et 3. Donc en fait, on va se retrouver avec ces deux éléments-là. Et il faut que je vois s'il existe un élément minimal qui est donc plus grand que 1 et 3. Donc si je prends un élément minimal, il va forcément satisfaire à la propriété qui est ici. Là, c'est le cas. En effet, ce sous-ensemble-là a un élément minimal. Cet élément minimal, c'est directement 1, 3. Et donc là, ça veut dire que dans mon exemple, si je voulais essayer de définir un join dans mon possède, eh bien j'ai le join de 1 avec 3 qui me donne l'ensemble 1, 3. Vous pouvez vous amuser à faire la même chose pour d'autres exemples. Donc si je fais le join, un autre exemple qui me semble quand même important à faire, c'est si je fais le join de 2 avec le vide. Bon, bah, le join de 2 avec le vide, je vais regarder tous les éléments qui sont plus grands que 2. Je vais peut-être essayer de le faire avec une autre couleur. Euh, Ce sera peut-être un peu mieux quand même pour la lecture. Voilà. Alors, je dois regarder tous ceux qui sont plus grands que vide et 2, mais tous ceux qui sont plus grands que 2 et vide, bah, c'est tous ceux qui sont plus grands que 2. Donc, je vais me retrouver avec ça, ça et ça. Et je dois regarder s'il y a un élément minimal parmi ceux qui sont plus grands que 2 et vide. Et du coup, bah, c'est le cas ici, c'est 2. Donc, vous pouvez constater que si je fais le join d'un élément avec un autre qui est plus petit que cet élément, eh bien, je trouve en fait finalement l'élément de départ. Donc 2 avec vide, ça donne 2. Bon, puis bah là, en fait, de manière générale, si j'ai E un ensemble, encore une fois, peut-être l'écrire en rouge ça, parce que c'est une règle générale. Hop. Eh bien, les parties d'un ensemble avec la relation d'inclusion, c'est toujours un treillis. Et ce treillis, eh bien, le join, ça va être tout simplement l'union des ensembles. Et le meet, ça va être tout simplement l'intersection. Voilà. Yeah. Très bien. Un autre exemple, je pense, qui est intéressant à faire, c'est si je reprends les entiers naturels non nuls avec la divisibilité. Donc si je commence à écrire les premiers entiers naturels qui sont en jeu, naturels non nuls qui sont en jeu, je vais avoir quoi? Bah, je vais avoir 1. Et 1, bah, ça divise 2, ça divise 3. Après, j'ai 2 qui est divisé par 4. 3. Alors après, j'ai 4, 5, 5 qui est là. J'ai 6 qui est divisible par 2 et 3, donc je vais m'en trouver ici. 7 qui va se retrouver ici. 8 qui est divisible par 4. Donc 8, 9. 9 qui est divisible que par 3. 10 qui est divisible par 5 et 2, donc je vais avoir un truc comme ça. Clac. 11 qui est un nombre premier. Donc j'ai ça. 12, il est où? 12, ça va être par rapport à. Donc c'est divisé par 4, c'est divisé par 6. Donc j'imagine que 12, il va être quelque part par là. Voilà.
Est-ce que j'ai autre chose? 13, donc 13 c'est encore un nombre premier. 14, bah, c'est 2 et 7. Et je pense que ce sera déjà pas mal, hein. Je- Normalement, je dois continuer à l'infini, hein, de toute façon, donc voilà. Je pense que je vais m'arrêter à 14, c'est déjà pas mal. Très bien. Et donc, bah, ce poset-là, qui est un poset maintenant, un exemple de poset infini, pour lequel je peux quand même dessiner un diagramme de Hasse, hein. Vous voyez que c'est quand même possible de dessiner un tel diagramme, puisqu'on peut parler de relation de couverture, étant donné qu'on travaille avec un ensemble discret. Très bien. Eh bien, bah là, qu'est-ce qui serait... Donc là, ce que j'affirme, c'est que ce possède, c'est un treillis. D'accord? Donc là, encore une fois, c'est un treillis. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que ce treillis... Enfin, quelles sont les opérations qui correspondraient au meet et au join? Alors, si vous essayez quelques exemples dans ce treillis que j'ai commencé à dessiner, vous pourrez constater alors que le join de 2 avec 5, bah, ce sont tous les nombres qui sont à la fois divisibles par 2 et divisibles par 5. Alors je me retrouve à regarder tous les gens qui sont divisibles par 10. OK? Donc je vais peut-être le surligner, je pense que c'est important. Et puis il y a un autre exemple, si je m'amuse à regarder le join entre 4 et 6, bon bah là le join de 4 et 6, ça va être 12. D'accord? Parce que tous les nombres qui sont divisibles par 4 et par 6 sont donc divisibles par 12. Et donc, vous pouvez constater alors que ce qui va jouer le rôle de join, ça va être le PPCM, donc le plus petit multiple commun. Et qu'est-ce qui va jouer le rôle de meet? Eh bien, bon là, on n'a peut-être pas assez de choses pour pouvoir le voir. Bon, à la rigueur, on voit cet exemple 4 et 6 qui nous donne 2, mais bon, c'est peut-être pas suffisant pour voir vraiment ce qui se passe. Le meet, ça va être tout simplement le PGCD. Voilà. Donc ce poset infini, donc il n'est pas impossible d'avoir un poset infini qui forme un treillis, eh bien c'est le cas. Ce poset infini est un treillis. Donc voilà. C'est un autre exemple qui me semble assez important de treillis. Bon, il y a plein de trucs qu'on pourrait dire, hein. Vraiment, l'idée c'est vraiment d'être introductif à tout ça. Donc je vais éventuellement survoler certaines notions qui peuvent être sympas à aller voir sur les possèdes et treillis. Alors peut-être, ouais, c'est vrai que j'ai pas donné un contre-exemple de quelque chose qui n'est pas un treillis. Donc quelque chose qui n'est pas un treillis, ça pourrait être un truc comme ça. Bon, juste histoire de donner un exemple. D. Clac. Voilà. Donc voilà un exemple de quelque chose qui n'est pas un treillis. Donc ça, cet exemple-là n'est pas un treillis. Car vous pourrez constater que là, on n'a pas unicité de ce qu'on voudrait définir comme join ou ce qu'on voudrait définir comme meet. En effet, si vous regardez B et C, je vais faire juste pour le join, pour le meet. Si je, pour le join, oui, non, c'est bien pour le join, pardon. Si je regarde, j'espère que je ne me suis pas planté quand j'ai dit join et meet, hein. Bon, normalement, non, mais bref. Donc, si je m'amuse à regarder le join de B et de C, donc ça veut dire que je dois regarder les éléments qui sont plus grands que B et plus grands que C. Et parmi ceux-là, il faut que je vois est-ce qu'il existe un minimum, un élément minimal. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas ici. Parce que là, les éléments qui sont plus grands que B et C, bah, on a A et D. Et malheureusement, bah, A et D, on ne peut pas les comparer. Donc, bah, on n'a pas un élément minimal qui vérifierait les propriétés qu'on souhaite. Par conséquent, on ne peut pas définir un join. Voilà. Bref, il y a toute une panoplie de choses que l'on pourrait raconter sur les possets. Pour en citer quelques-uns, donc là, sur les treillis, bah, si je reste un peu sur sur les treillis, il y a les notions de treillis distributifs et semi-distributifs. Moi, je vais peut-être pas préciser ce qu'on entend par semi-distributif, mais je vais au moins dire distributif. Distributif, c'est facile à comprendre. C'est exactement comme vous demanderiez à avoir des opérations qui sont distributives l'une par rapport à l'autre. Donc là, quand je demande à être distributif, c'est que je demande à ce que le meet soit distributif par rapport au join. Donc quand je fais A meet, B join,
C, j'aimerais bien que ce soit la même chose que A meet B join A meet C. Et la même chose pour dans l'autre sens, hein. Donc je veux A join B meet C. J'aimerais bien que ça corresponde à A join B meet A join C. Donc c'est ça que ça veut dire être un treillis distributif. Ça veut dire que les opérations join et meet sont distributives l'une par rapport à l'autre, tout simplement. Et bah, il y a un très joli résultat qui dit que si on veut qu'il y ait une chance que cela se produise, eh bien, il faut que ce treillis vienne d'un poset dans lequel on a regardé des idéaux. Donc, bon, c'est quoi un idéal? Je vais peut-être au moins dire ça. Un idéal, dans le cadre des possets, hein. Et ça a une certaine familiarité avec les idéaux, d'anneaux, tout ça, tout ça. Vraiment, j'ai pas le temps d'en parler, mais peut-être à une autre occasion, on aura le temps de développer tout ça. Donc ici, un idéal, eh bien, c'est un sous-ensemble S de mon ensemble E, tel que, eh bien, pour n'importe quel X, Y dans E, si je sais que X est plus petit que Y et que Y est dans S, eh bien, j'aimerais bien que X soit aussi dans S. Donc c'est ça, avoir un idéal. Et donc ce qu'on peut toujours faire, étant donné un poset, hein, donc je donne un poset très simple, voilà. Donc là, en dessin de diagramme de ACE, ce que je peux toujours faire, étant donné un poset, c'est de regarder le treillis des idéaux d'un tel poset. Donc si je regarde le treillis des idéaux, alors, si vous voulez, je vais mettre des nombres juste pour qu'on voit un peu ce qui se passe. 1, 2, 3. Donc si je regarde le treillis des idéaux, bah, il y a le vide, il y a toujours le vide qui est là. Et puis bah, il y a l'idéal engendré par 1, l'idéal engendré par 3, il y a l'idéal 1, 3. Et puis si je prends 2, bah, je vais forcément prendre 1 parce que 1 est plus petit que 2, donc je vais avoir 1, 2. 3, je pourrais faire quoi? Bah, je peux pas faire grand chose à partir de 3 parce que si je prends 1, bah, j'ai 1, 3 que je viens de déjà dessiner. Et puis si je prends 2, bah, je vais avoir 1, 2, 3. Donc je peux pas vraiment ajouter grand chose d'autre. Et puis bah, c'est tout, je pense, hein. Finalement, il n'y a que le maximal qui va apparaître et c'est terminé. Donc voilà. Voilà, là je viens de vous dessiner le treillis des idéaux associés au petit possède que nous avions ici. Et en fait, bah, peu importe le possède avec lequel on démarre, et si on fait cette opération-là, on finira toujours par obtenir un treillis distributif. Et il se trouve que c'est même une équivalence. Donc si on a un treillis qui est distributif, alors forcément c'est un treillis qui est défini comme un treillis d'idéaux d'un possède donné. Voilà. Ça, c'est un très joli résultat. On pourrait éventuellement discuter de ce résultat-là pour une prochaine fois. Donc, il y a aussi des treillis dits semi-distributifs où on demande des choses un petit peu plus souples concernant les lois meet et join. Il y a des notions de join irréductible, de meet irréductible, comme là, par exemple, les irréductibles en termes de join, ça correspond à regarder les nombres premiers. Voilà. Alors, pas que, d'ailleurs, c'est les nombres premiers, mais c'est aussi les nombres qui sont des puissances d'un nombre premier, pour être un peu plus précis. Donc, les joins irréductibles de un tel possède, c'est des puissances d'un nombre premier. Enfin, bref, voilà, il y a plein d'autres trucs. Ici, les joints irréductibles, ce sont tous les atomes, donc dans le cas booléen. Donc, c'est-à-dire que ce sont tous les. Donc, atomes, ça aussi, c'est une autre terminologie. Ce sont tous les éléments qui sont tout juste plus grands que le plus petit des éléments. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que pour un treillis, il y a toujours un plus petit élément, un plus grand élément? Eh bien, si votre ensemble est fini, c'est le cas. Enfin, vraiment, il y a tout un folklore de trucs que j'aurais pu raconter, même pour aller un peu plus dans la combinatoire et faire un lien avec un exercice que nous avons déjà fait sur la chaîne. On peut aussi parler d'extension linéaire, qui n'est rien d'autre que de attribuer des nombres aux différents éléments de notre diagramme de ACE. Et ce qu'on veut, c'est que la relation d'ordre sur les entiers corresponde à la relation d'ordre de notre ensemble E. Donc là, en l'occurrence, si je voulais faire une extension linéaire de cet ensemble-là, eh bien, je pourrais faire, donc là, bon, pour faire simple, je vais partir de 1 jusqu'au nombre d'éléments que nous avons ici, qui est donc 6. Bon, bah, je vais faire 6, par exemple, 5, 4, 3, 2, 1, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'extension, c'est un exemple d'extension linéaire que l'on pourrait faire de ce treillis ou de ce possède.
Donc on peut le faire pour n'importe quel poset. Et pas mal de questions sur le nombre d'extensions linéaires qu'on peut faire sur tel ou tel poset peut apparaître, des questions de combinatoire, de séries de fonctions qui peuvent être liées à ces objets-là. Enfin, voilà. Ça, c'est aussi une autre affaire. On peut parler aussi, ça aussi, ça a été l'objet d'un autre exo de call, la fonction de Mobius. Donc on peut définir une fonction de Mobius sur les possets, et cette fonction de Mobius permet de réaliser des formules d'inversion par rapport à une autre fonction appelée la fonction de zeta, qui n'a a priori rien à voir avec la fonction de zeta de Riemann. Mais c'est une fonction de zeta que l'on peut définir sur les possets. Enfin, ouais, je pense que je vais peut-être m'arrêter là parce qu'après je vais lancer plein de termes un peu qui peuvent vous paraître un peu random, mais qui en fait sont plein d'objets hyper intéressants dès qu'on se lance à l'apprentissage des possets et à manipuler ça vraiment de fond en comble. Je vais peut-être garder un peu de bagage aussi pour vous en parler davantage si ça vous intéresse. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, c'est un bon endroit pour s'arrêter. Ce que je voulais, c'est surtout vous ouvrir un petit peu les horizons sur toutes les choses que l'on pourrait découvrir autour des possèdes. Et j'espère que déjà, rien qu'avec les premières définitions, bah, ça vous a un peu donné envie de chercher à comprendre un petit peu ce que sont les possèdes, ce que sont les treillis, et peut-être d'essayer d'en comprendre un peu plus d'un point de vue combinatoire. Voilà, bref, comme je l'ai dit, il y a tellement de choses qu'on pourrait raconter. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bien, bah écoutez, la prochaine session Twitch, ça sera dans une semaine et demie. On fera une colle du soir. Le prochain numéro de Parlons Maths, bah, je sais pas trop quand ça aura lieu. Peut-être d'ici fin novembre. Ça dépend de comment ça s'organise. Et il y a de fortes chances qu'on change le créneau horaire. On verra bien. Euh, Qu'est-ce que. Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein. La colle du soir, ce sera peut-être un sujet de deuxième année de classe prépa. Bon, à voir. Ça reste encore à discuter, mais je pense qu'il y a des chances que ce soit un sujet de deuxième année de classe préparatoire. Ouais, bah voilà, écoutez, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer à profiter de mon séjour à Montréal, hein. Il me reste une semaine à présent. Et donc, ouais, ça passe super vite. Mais comme toute chose, hein, toute très belle chose ont une fin. Et je me fais pas de bile, hein. Il y aura forcément un moment où j'aurai l'occasion de retourner à Montréal. Bon, bah, cette occasion, ça pourra se faire peut-être d'ici un an et demi, d'ici 2 ans, je sais pas. Mais voilà, il y aura probablement d'autres occasions qui se feront et ça sera toujours un plaisir de toute façon de revenir ici. Entre-temps, bah, faudra continuer à faire ses preuves, bien sûr, et puis de profiter de plein de choses. Bref, voilà, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Sinon, une bonne semaine, suivant à quel moment vous regardez l'enregistrement. Et puis, bah, on se retrouve en direct Twitch d'ici une semaine et demie. Et sinon, bah, bien sûr, sur YouTube avec les différentes vidéos qui sont prévues. Voilà, portez-vous bien et donc à très bientôt. Bon, c'était pas si mal hein, pour un truc improvisé. C'est pas si mal. Bon, c'est juste qu'en 30 minutes, c'est hyper court. Donc, ouais, j'ai été un peu pris de court. J'aurais bien voulu raconter d'autres choses, mais ouais, c'est trop compliqué, quoi. Il y a tellement de bagages qu'on pourrait développer là-dessus Mais bon, j'espère que ça aura été une introduction assez sympathique. Et bon, voilà, bah, probablement qu'on fera d'autres épisodes sur le sujet. Je pense que ça vaut le détour.